Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 26. Marion n'avait pas un amour fou pour la police. Même si avec le temps elle s'était assagie, elle gardait encore les stigmates de son passé militant, à l'époque où CRS rimait avec SS. Or, il se trouvait qu'en ce moment elle fréquentait beaucoup trop de représentants des forces de l'ordre. Il y avait déjà eu ce charmant petit major, puis cette charismatique lieutenant, et voilà que maintenant, on lui envoyait un commandant. Borel était arrivé au magasin alors qu'il n'y avait là que deux clients. Il eut le tact d'attendre que ces derniers quittent les lieux pour se présenter. Devant la carte tricolore que lui exhiba le policier, la commerçante resta sans réaction, ni méfiance, ni confiance. Juste l'attente pour savoir ce qu'il voulait. Intérieurement, elle pria pourtant pour ne pas apprendre d'autres drames. Quand elle sut que Socan et Simon avaient été enlevés, quand elle connut les circonstances de cette disparition, elle oublia immédiatement toutes ses vieilles réticences et prit le parti de collaborer totalement avec le commandant. Elle lui livra tout ce qu'elle savait sur Laura LR et la confrérie des Loa, mais elle ne lui apprit pas grand-chose car, même si Solange ne lui avait pas tout dit, il maîtrisait l'essentiel. Il se montra toutefois très curieux quant à l'attitude de la jeune étudiante alors qu'elle attendait la venue de Solange. Vous n'avez vraiment aucune idée de l'identité de son ou de ses interlocuteurs? Non. Il y a eu 2 coups de téléphone et de très nombreux messages. Et j'étais dévorée par la curiosité, mais j'ai déjà eu du mal à la faire venir ici, à faire en sorte qu'elle accepte de rencontrer vos collègues. Je n'allais pas risquer de la braquer en lui posant des questions indiscrètes. Et la teneur de leurs échanges? Aucune idée. Mais en tout cas, j'avais l'impression que ces messages jouaient terriblement sur son attitude. Le téléphone du commandant sonna à ce moment. Il s'excusa avant de prendre et de regarder qui l'appelait. Lorsqu'il lut le nom de Castella sur l'écran, il s'excusa une seconde fois. Pardonnez-moi, mais je dois répondre. Au bout du fil, le toubib était déchaîné. Il parlait si vite que Borel dut lui demander de se calmer et de répéter plus lentement. « On est sur la bonne piste. Je suis certain qu'on est sur la bonne piste. » Tu peux m'expliquer? Et Fred de donner les détails des découvertes qu'il venait de faire. L'adrénaline se répandit immédiatement dans l'esprit du commandant. Je serai là dans peu de temps. Prévenez les autres. Dès qu'il eut raccroché, il se tourna vers Marion et prit congé sans aucune marque de politesse. Sam baissa les yeux pour parler. Il ne voulait pas regarder ses interlocuteurs en face. Il expliqua d'abord combien il avait tenu à sa femme. Puis il reformula combien il tenait à sa femme malgré la séparation et malgré, il hésita, la trahison. Il n'avait pas réalisé de suite ce qui se passait avec Giroud. Il jouait parfois au tennis avec son épouse, le bûcheron n'y trouvait rien à redire. Comme un poison lent et acide, le doute s'était glissé en lui à l'occasion de quelques échanges avec Alice. De petites remarques anodines, des petits sourires à l'évocation d'un nom. Son histoire d'amour était trop belle. Il refusa net d'y jeter l'opprobre pour quelques mots mystérieux. Il en vint à se convaincre que non, il se passait rien, que sa femme l'aimait toujours. Il lui fallut une intervention extérieure pour qu'il réalise à quel point il était aveugle. C'est étrange la manière dont cela s'est passé. Vraiment étrange. Expliqua Sam. Ce jour-là, j'étais dans la forêt des Houges avec mon équipe. Nous étions en train de nettoyer une parcelle. Vers midi, nous sommes retournés vers le véhicule pour prendre leur pause. Pour ma part, je n'avais pas très faim, alors je suis resté sur le chantier pour avancer sur des petits travaux. J'étais seul, dans le calme, lorsque j'ai entendu une voix derrière moi. Naturellement, j'ai sursauté. Je me suis retourné et elle était là. Une femme blonde assez jolie avec un visage dur. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une promeneuse égarée.
Vous devriez être prudente, madame. Vous êtes sur un chantier forestier, il y a des panneaux d'avertissement un peu plus bas. La femme eut un petit sourire forcé, une manière de dire « Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais ». Puis, sans tenir compte des avertissements que lui avait donnés Sam, elle s'était approchée de lui. « Je ne suis pas là par hasard », avait-elle fini par dire. « Je vous cherchais, monsieur Ménestrel. » Rapidement, Sam fouilla sa mémoire pour savoir s'il connaissait la jeune femme, mais son visage ne lui disait vraiment rien. « Vous me cherchiez ?»« J'aurais besoin de vous montrer quelque chose si vous aviez quelques instants à me consacrer. »« Quelques instants à vous consacrer ?»« Oui, je voudrais que vous veniez avec moi. » Sam avait souri et fait un petit signe négatif de la tête avant de soulever sa hache et de s'éloigner de son interlocutrice. Je suis navré, mais je suis en plein travail et je n'ai pas le temps de vous suivre. Ou alors, il me faudrait vraiment une excellente raison. » À peine finissait-il sa phrase que, devant lui, semblant sortir de nulle part, apparurent deux hommes à la ressemblance troublante et à l'allure étrange. Les cheveux gris courts, tous les deux, des costumes sombres de marque et le visage peint en noir pour l'un et en blanc pour l'autre. Ils ne prononcèrent pas le moindre mot et se placèrent juste devant le bûcheron. Ce dernier, comprenant que ces étranges individus étaient sans aucun doute avec la femme qui venait de l'interpeller, se retourna vers cette dernière. « Je trouve que votre invitation est un peu insistante, un peu trop insistante. Pouvez-vous dire à vos amis de me laisser travailler ?»« Monsieur Ménestrel, reprit la visiteuse, ce que j'ai à vous montrer concerne votre femme, et je vous jure que c'est vraiment très important. » À l'évocation de son épouse, l'attitude du bûcheron changea. D'agacé, il passa à intriguer. Il revint vers la femme et lui demanda des précisions. La visiteuse avait ferré sa proie. Il lui suffisait maintenant de ramener la ligne doucement. Elle invita Sam à le suivre et le petit groupe s'éloigna un peu du chantier pour rejoindre un petit chemin de terre sur lequel était garée une vieille voiture américaine sombre. La femme ouvrit la porte arrière du véhicule et en sortit une pochette bleue qu'elle posa sur le capot et qu'elle ouvrit. « Avant de vous montrer le contenu de ce dossier, dit-elle, je veux que vous sachiez que votre colère et votre peine seront tout à fait naturelles. » Cette phrase pour le moins étrange n'eut pour seule conséquence que d'inquiéter encore davantage Ménestrel. La femme recula de 2 pas et invita ce dernier à regarder par lui-même. Chaque photo présente dans la pochette était une lame de couteau qui s'enfonçait dans le cœur de Sam. Elle lui tenait la main, elle l'embrassait, elle riait, il caressait ses cheveux, la prenait dans ses bras. Il posait sa main sur sa poitrine et puis il eut l'autre série, volée au travers de la vitre d'une chambre qui faisait fi de la moindre intimité. D'abord pétrifié, Ménestrel sentit monter en lui une douleur qui explosa en rage. La pochette et tout son contenu volèrent et le capot reçut un violent coup de poing. La femme et les 2 hommes étranges n'eurent pas la moindre réaction. Stoïques, ils laissèrent le mari trahi exprimer toute sa colère. Elle se termina par des pleurs et des tremblements. La femme s'approcha du bûcheron qui s'était laissé choir au sol. Elle s'accomplit près de lui et, avec une étrange délicatesse, lui prit la main. « J'ai une proposition à vous faire. » Apparemment sans raison, Ménestrel s'interrompit dans son récit. Isaac esquissa un mot pour lui demander de poursuivre, mais le bûcheron lui fit signe de se taire. Solange, qui voulut reprendre la démarche à son compte, obtint la même réaction. Visiblement dérangé par la présence des 2 policiers, Sam s'éloigna un peu et chercha à entendre quelque chose. Sokan et Simon eurent beau écouter à leur tour, ils n'entendirent que le silence oppressant de la forêt. Sam revint vers eux. « Nous ne devons pas rester là, ils approchent. »« Qui approche ?» Questionna Solange. Des esprits, partons. » Sam n'avait pas attendu l'approbation de ses compagnons d'infortune et il avait déjà tourné Kazakh. « Et lui ?» demanda Isaac en désignant Marc encore allongé au sol. « Laissons-le là, il va nous ralentir. » « Hors de question. » répondit Solange. En soupirant, Sam revint aider le major à soulever le blessé. « Ne traînons pas. » Il n'est pas utile de rester là, déclara le moine dès que Castella eut raccroché. Retournons attendre à la bagnole. Le médecin acquiesça et les 2 hommes sortirent du sous-bois pour retrouver la voiture garée dans le terrain vague. Le jour était bien levé maintenant et un petit vent frais venait chasser les nuages qui avaient accompagné la nuit. « Je vais récupérer une veste dans la voiture », dit le policier en sortant la clé du véhicule. Les clignotants s'allumèrent pour signaler l'ouverture et Étienne se glissa à la place de conducteur. Castella, face à lui, le regardait faire, perdu dans ses pensées. Mais soudain, quelque chose retint son attention. Le policier s'était immobilisé et fixait le bosquet derrière lui. Le médecin se retourna, mais ne vit que les arbres. La porte de la voiture claqua et le moine revint à sa hauteur. « Je ne suis pas certain, dit-il, toujours en regardant dans la même direction, mais je crois que j'ai vu quelqu'un là-bas. » Fred le dévisagea, puis fixa à son tour le bosquet. Rien à part les arbres. « Vous avez sans doute rêvé.
C'est possible, mais... Il sortit son arme de sa veste. Je préfère quand même aller vérifier. Les deux hommes furent donc rapidement de retour dans le sous-bois et leur première sensation fut que rien n'avait changé. Le moine était aux aguets, mais Fred, pour sa part, manifestait un certain détachement. Le policier, toujours arme à la main, lança un ultimatum. « Police, je vous conseille de vous montrer !» Seul le silence répondit à cette sommation, qui parut ridicule au légiste. Il ne parvint pas à retenir un petit rire nerveux et se mit à fredonner. « Starsky et Hutch, nananananana, Starsky et Hutch !» Le regard noir que lui jeta Étienne n'impressionna pas Castella, qui voulut toutefois dédramatiser. « Non mais, sérieusement, vous voyez un reflet et vous voilà sur le pied de guerre. Je connais mon métier, Toubib. Ne vous fâchez pas. Retournons plutôt à la voiture. Borel devrait arriver d'un instant à l'autre. » Le moine retrouva un peu de calme. Il rangea son arme et acquiesça. Les deux hommes ressortirent donc du sous-bois, et la première chose qu'ils virent alors, c'est l'étrange personnage appuyé contre leur voiture. Il n'était pas bien grand, 1,60 m tout au plus, avec des yeux bleus clairs qui ressortaient sur son visage à la peau noire. Ses cheveux courts, crépus, blancs, laissaient deviner qu'il n'était pas de prime jeunesse, et malgré cela, il paraissait alerte. Le policier et le médecin remarquèrent également sa tenue, un costume beige mal ajusté en velours côtelé que, visiblement, il n'avait pas l'habitude de porter, sur une chemise bariolée de fleurs énormes aux couleurs improbables. « Je savais qu'il y avait quelqu'un », triompha Étienne en posant déjà la main sur la crosse de son arme. Fred l'arrêta en bloquant son bras. « Qu'est-ce que vous faites ? Vous trouvez qu'il a l'air dangereux ?» Le policier dévisagea de nouveau l'intrus, qui le regardait avec un sourire éclatant. « Non, effectivement. » reconnut-il en abandonnant son idée. L'homme leur fit des signes amicaux et s'approcha d'eux. « Bonjour, monsieur. Laissez-moi me présenter. Isidore, pour vous servir. »« Isidore ? Isidore comment ?» interrogea le policier suspicieux. L'homme éclata d'un rire dont ni Étienne ni Fred ne comprirent vraiment la raison. Et puis il répondit. « Isidore, tout simplement. » Agacé, le moine exhiba sa carte de police et insista. Mais le nouveau venu ne la regarda même pas et, retrouvant son sérieux, dit « Pas la peine de vous présenter, messieurs. Je sais qui vous êtes. Et je vous ai entendu tout à l'heure dans le bois. Et je pense que je sais aussi ce que vous cherchez. » Ménestrel donna enfin l'ordre de s'arrêter et il fit signe à Simon qu'il pouvait reposer Géraud. Il n'était pas allé tout droit et le lieutenant n'avait pas compris les raisons des différents changements de direction, ni même pourquoi il s'arrêtait là et maintenant. La forêt restait la forêt, rien ne distinguait les arbres entre eux. Perdu dans ses pensées, Solange regardait autour d'elle et Sam l'interpella. « Vous vous demandez où on est, n'est-ce pas ?» La policière eut un geste de recul. Elle se mordilla la lèvre, preuve qu'elle réfléchissait à la réponse à donner. Et puis... Plutôt oui. Et cette forêt ne ressemble pas vraiment à celle où j'ai l'habitude de faire mon footing. Et pour cause. La remarque fit réagir Sokan, qui se tourna vers le bûcheron. Vous savez où nous sommes, n'est-ce pas? Peut-être. En tout cas, j'en ai une vague idée. Je suis prêt à tout entendre, monsieur Ménestrel. Le bûcheron eut un petit sourire et précisa qu'avant toute chose, il devait finir son récit si elle voulait comprendre. Elle devait tout savoir. Je ne suis pas certaine que nous ayons vraiment le temps de revenir sur les infidélités de votre épouse, même si je suis vraiment désolée pour vous. Et moi, je ne suis pas certain de goûter votre humour, lieutenant. Si je tiens à finir mon récit, c'est que cela vous permettra de me croire quand je vous dirai où je pense que nous sommes. Solange se tourna vers Simon pour avoir son avis, mais le geste des épaules qu'il fit ne permit pas à la policière de le connaître vraiment. Bien, alors nous vous écoutons. Sam avait écouté la femme sans réagir. Son esprit était tout entier torturé par ce qu'il venait d'apprendre. Les photos de la trahison étaient de nouveau posées sur le capot de la vieille américaine et le bûcheron avait du mal à en détacher son regard. « Vous n'êtes pas avec moi, monsieur Ménestrel » s'interrompit la femme. « Ce que je vous dis est très important et j'ai l'impression que vous êtes ailleurs. » Il daignait enfin regarder son interlocutrice, mais n'eut pas la force de prononcer le moindre mot. Elle fit un sourire, ce qui ne paraissait pas vraiment naturel sur son visage. « Ce qui vous arrive a créé un déséquilibre auprès des esprits. Vous pouvez rétablir l'équilibre. Vous devez rétablir l'équilibre. » Je ne comprends rien à ce que vous dites. « Vous devez vous venger, monsieur Ménestrel. » La réponse de Sam fut un petit rire nerveux et un regard dédaigneux. « Je ne suis pas ce style d'homme, madame, excusez-moi. » À ce moment précis, Sam n'avait qu'une idée.
fuir. Peut-être qu'en fuyant, il se rendrait compte que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, et sinon, il serait seul pour accepter et recevoir. Cela serait sans aucun doute plus facile. Il voulut donc partir sans écouter davantage. Les deux acolytes de son interlocutrice s'interposèrent, mais le bûcheron avait une détermination à toute épreuve. Il eut la courtoisie de leur demander gentiment de se desserrer. Mais comme il ne fut pas entendu, il frappa. Son poing démarra si vite que l'homme au visage peint en noir n'eut pas le temps d'y réagir. Il reçut le coup en pleine face et partit à la renverse. N'importe qui aurait dû être KO avec un tel choc, mais après une demi-seconde de surprise où l'homme passa sa main sur son menton, il éclata de rire. Et son compagnon l'imita immédiatement. Sam n'entendit pas. Il contourna l'homme au sol et commença à s'éloigner. La femme fit un signe à l'homme au visage peint en blanc, qui se glissa derrière le bûcheron et l'empoigna à la base du cou. Il serra doucement, et le bûcheron perdit connaissance. Quand Sam revint à lui, il était assis au sol, appuyé contre la voiture. Un terrible mal de tête vint lui rappeler qu'il s'était passé quelque chose de normal. La femme était debout devant lui, et quand elle vit qu'il ouvrit les yeux, elle s'installa dans la même position. Les deux acolytes, quant à eux, restèrent debout à proximité, prêts à intervenir. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Ménestrel. Votre mal de tête ne va pas durer. Si vous me le permettez, je vais en profiter pour vous faire ma proposition. » Le court passage de Sam par l'inconscient n'avait pas calmé ni sa colère ni sa peine, et pour toute réponse, il essaya de se lever. Les forces lui manquèrent, et il retomba au même endroit. « Faites attention, vous allez vous faire mal. »« Foutez-moi la paix. Je suis là pour vous aider, vous devriez m'écouter. » Vous avez une drôle de façon d'aider les gens. Si nous vous avons parlé de la trahison de votre femme, c'était pour votre bien. J'aurais préféré ne pas le savoir. La femme laissa un moment de silence, puis elle se tourna de nouveau vers Sam. « Vous allez mieux ?» Le bûcheron prit conscience que son mal de tête s'était estompé. Il essaya de nouveau de se relever. Il y parvint sans trop de difficulté cette fois-ci, mais il dut rester appuyé contre la Lincoln un instant pour retrouver son équilibre. Voyant qu'il allait mieux, son interlocutrice se releva également. « Je comprends, dit-elle, que vous ayez besoin de réfléchir. Nous vous recontacterons. » Elle fit signe à ses deux acolytes qui s'approchèrent pour soutenir Sam, mais ce dernier refusa leur aide et, parvenant enfin à marcher, abandonna le soutien de la Lincoln. Inutile de me recontacter, ma réponse sera la même. Lança le bûcheron en s'éloignant. Je le pensais vraiment en quittant mon étrange visiteuse. Et j'avais trop de peine pour avoir la haine, mais cela a changé. Pourquoi? Demanda Solange. Je ne sais pas, trop de douleur peut-être. À ce moment, autant Solange qu'Isaac aurait souhaité connaître la suite des récits de Sam, mais un événement va l'empêcher de poursuivre. Un bruit et une voix connue attira leur attention. Ah, vous voilà enfin. Les deux policiers n'étaient pas au bout de leur surprise. Le nouveau venu était planté là, devant eux, et il leur fallut quelques instants pour réaliser qu'il s'agissait de Roger Roy. Sam ne parut pas étonné, pour sa part. Il s'approcha de lui et le prit dans ses bras. « Ouf, tu nous as retrouvés. » Oui, mais le temps presse. Répondit l'avocat. Suivez-moi. Il n'attendit pas de réponse, et il voulut entraîner tout le monde à sa suite. Mais Sokan ne l'entendit pas de cette oreille. Elle s'interposa physiquement pour bloquer les deux hommes. Vous pensez vraiment que je vais accepter de vous suivre sans comprendre ce que vous faites là, tous les deux? Elle se tourna vers Sam. Je ne suis pas certaine qu'il y ait un intérêt dans l'histoire que vous avez commencé à nous raconter. Mais si c'est le cas, vous devez la poursuivre. Sam resta de marbre. Il se contenta de jeter un regard complice à Roger. Ce dernier secoua négativement la tête, et Solange comprit que, par ce geste, il intimait l'ordre à Ménestrel de ne pas se dévoiler davantage. Elle en eut la certitude lorsque le bûcheron répondit. « Faites-moi confiance. » Je ne suis pas certaine. Je ne peux rien vous dire pour le moment. Sam reconnut la colère sur le visage du lieutenant, et il lut clairement la détermination dans ses yeux. Elle se détourna des deux hommes et, avec l'aide de Simon, qui avait assisté à l'entretien sans intervenir, souleva Marc. Ils partirent tous les trois dans la direction opposée à celle où voulait les entraîner Roger. Dans un premier temps, ni l'avocat ni le bûcheron ne parurent réagir, et puis Roy cria. « Si vous partez par là, vous allez mourir. » Le ton qu'il employa visait sans aucun doute à inquiéter les deux policiers, mais ces derniers ne se laissèrent pas impressionner, et comme s'ils n'avaient rien entendu, ils poursuivirent leur chemin, disparaissant bientôt entre deux troncs d'arbres. Roy et Ménestrel demeurèrent là quelques instants benets, avant que le bûcheron ne paraisse se réveiller. « Bordel, s'ils ne viennent pas avec nous, ce n'est pas eux qui vont mourir, c'est nous. » Il avait à peine terminé son propos qu'il se précipitait pour rattraper Sokan, Simon et Giraud. Il n'eut pas de mal à le faire. Devant Porté et Marc, il n'avançait pas très vite.
Il les dépassa et se mit devant eux pour les stopper. Écoutez, la femme avait parlé d'une vengeance, mais en fait, ce n'était pas vraiment cela. J'ai appris plus tard qu'il était une sorte de prêtre vaudou qui utilisait Marc Giraud pour séduire les femmes et ensuite aller proposer la vengeance au mari. Contre de l'argent? Demanda Isaac. Non. En contrepartie, elle ne m'a rien demandé dans un premier temps. Elle m'a juste donné une carte, une sorte de carte à jouer. Et elle a dit que, quand je me serais vengé, il me suffirait de rendre cette carte à l'un de ses sbires. J'aurais alors un prix à payer, mais ce ne serait pas de l'argent. Sokan fit signe à Simon de reposer Marc, ce qu'ils firent avec délicatesse. Ce dernier gimit un peu, mais n'eut pas d'autre réaction. Il dansait toujours au bord de l'inconscience. Une fois soulagé de ce fardeau, le lieutenant demanda. « Et cette vengeance que l'on me proposait, c'était de la tuer, n'est-ce pas ?» Pas exactement. Elle allait avoir l'impression de mourir, paraître morte, mais en fait, être ramenée à la vie à chaque fois. Le fameux rite vaudou de zombification. Pensa Isaac à haute voix. Oui, c'est ce que j'ai compris quand j'ai cherché un peu. Et vous avez accepté cela? Sam aurait pu donner des dizaines de raisons au fait qu'il acceptait le marché de la femme. Des plus personnelles, comme sa souffrance et sa colère, aux plus simples. Il ne croyait pas vraiment ce qu'on lui proposait. Mais il ne répondit pas et changea simplement de sujet. Maintenant que je vous ai dit ce que vous vouliez savoir, vous avez accepté de nous suivre? Solange fit un signe négatif de la tête. Je vous ai demandé ce que vous faisiez ici. Comment vous étiez arrivé? Ce n'est pas ce que vous avez dit. Le bûcheron ne parut pas surpris par la position du lieutenant et lui fit simplement remarquer qu'elle ne posait pas la bonne question. Ah oui? Et c'est quoi la bonne question d'après vous? Où sommes-nous? Je vous l'ai demandé. Vous l'avez évoqué rapidement, mais ce n'était pas votre souci principal. Juste un souffle dans votre esprit. Et jamais vous n'avez semblé vouloir y accorder un réel intérêt. Pourtant... Pourtant quoi? Cela devrait être votre première inquiétude, bordel. Où sommes-nous? Regardez autour de vous. Rien ne ressemble à chez nous. Cette forêt est complètement dingue. En écoutant Sam, Solange réalisa qu'effectivement cette question ne l'avait que peu interpellée depuis qu'elle avait repris connaissance. À vrai dire, elle ne s'était vraiment interrogée sur le sujet qu'à 2 reprises. La première fois en sortant du hangar et en découvrant la forêt qui l'entourait, et une seconde fois lorsque le bûcheron avait attiré son attention sur la question. Entre les 2 moments, elle avait accepté la situation, et même l'étrangeté de la situation sans s'en inquiéter réellement. Elle questionna Isaac sur le sujet, et il s'avéra que le major était exactement dans le même état d'esprit. Voyant que les 2 policiers plongeaient dans une interrogation inquiète, Roy s'approcha de Sam et lui dit à mi-voix. « Je ne suis pas certain que cela soit une bonne idée de leur faire prendre conscience maintenant. » « Peut-être. » répondit Ménestrel. « Mais j'ai peur qu'ils ne nous échappent si nous ne faisons pas ce qu'il faut. » Mais moi, c'est plutôt s'ils comprennent que j'ai peur qu'ils nous échappent. Sam haussa les épaules. C'est vrai qu'il avait agi sans trop réfléchir, mais il n'avait pas vu d'autre solution pour conserver l'attention des 2 policiers. Solange et Isaac échangèrent sur le sujet sans que ni Sam ni Roger ne puissent vraiment les entendre, et le lieutenant revint vers eux. D'accord, oui, il y a quelque chose de bizarre ici. Et nous-mêmes nous sentons bizarres. Si vous avez des choses à nous dire, faites-le maintenant. Le mieux, Répondit Sam. c'est que nous vous montrions. Sokan y acquiesça, et Simon également. Le bûcheron avait gagné un peu de temps. C'était peu de choses, mais c'était déjà cela. Les 2 policiers acceptèrent donc de suivre le bûcheron et l'avocat. À suivre.